Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, l'artiste japonais Fujita a posé ses valises dans la vallée de la Chevreuse. C'est dans sa maison-musée que nous avons rendez-vous. Marc Auclair est un conteur d'histoire avec un grand H. Il compose de sublimes bijoux grâce à d'antiques trésors. C'est notre invité. Aujourd'hui, la mode est à l'heure de la fête. Paillettes, sequins et tendances subversives. Qui a dit que les fêtards n'étaient pas sur les tapis rouges? Katia Estève a choisi un matériau souvent délaissé, le papier. Elle le découpe, le colle, l'assemble pour lui redonner de sa superbe. Et avant de retrouver le joaillier Marc Auclair, tout de suite, point de vue. Le sorcier de Iva Oha, c'est en 1902 que Gauguin réalise cette œuvre. Si le peintre est bien connu des férus d'art, il est aussi célèbre chez les cryptozoologues. Derrière ce nom barbare se cache l'étude des animaux disparus ou supposés éteints. En effet, en 2000, ces scientifiques sont à la recherche d'un drôle d'oiseau ayant supposément vécu aux Marquises. C'est en observant l'œuvre de Gauguin qu'ils arrivent à retrouver sa trace, prouvant ainsi sa présence sur l'île jusqu'en 1902 au moins. Sacrée découverte. Catherine Meurice, Trotula de Salem, Lily Reich ou encore Eugénie Brasier. Pour la plupart, ces noms ne vous disent rien. Ce sont les femmes oubliées de l'histoire et elles ont un point en commun, elles ont été les premières. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage du jour. Ici, on nous présente 100 femmes au destin incroyable. Première à faire le tour du monde, première à voyager dans l'espace. Première chef d'État, qui était-elle, d'où venait-elle? En bref, une belle manière de rendre hommage à des femmes époustouflantes. Du kitsch, du plastique, des couleurs pop, bienvenue dans l'univers du mobilier gonflable, une tendance incontournable des années 60. Mais savez-vous à qui nous devons cette effusion de bon goût? Eh bien, c'est l'ingénieur vietnamien Khazar Khan qui a créé en 1960 toute une ligne de mobilier gonflable. Transparent et aux allures de bonbons, ces drôles de pièces de design prennent place dans les intérieurs, marquant ainsi toute une génération. Une idée gonflée qui a visiblement encore de belles années devant elle. Derrière ces allures de petite maison rurale se cache la dernière demeure du peintre Fujita. Direction son atelier pour une rétrospective artistique. On voit vraiment l'univers de Fujita qui se résume dans cette maisonnette. C'était à la fois un lieu de vie, un lieu de création, c'est là où il a réalisé ses dernières œuvres, mais c'est également une représentation de ce qu'il était, lui comme homme et comme artiste. C'est en 1960 que l'artiste japonais qui a marqué les années folles parisiennes quitte l'effervescence de la capitale pour s'installer dans le petit village de Villers-le-Bac, en vallée de Chevreuse. Ce sont des toutes petites bâtisses paysannes qui datent du XVIIIe siècle, et lui va repenser la totalité sans architecte. Vous avez des fenêtres côté sud qui sont largement ouvertes sur le paysage et ce sont des fenêtres modernes, des très grands vitrages. En revanche, côté nord, ce qui est le côté village, il va respecter le caractère villageois et il va mettre des petits carreaux. Un mélange entre simplicité rustique et grande modernité pour l'époque que l'on retrouve notamment dans la cuisine. Vous avez du formica, ce qui était la grande révolution du moment. Il était également geek avant l'heure, d'une certaine façon. Il recherchait toujours la modernité, entre autres dans l'équipement culinaire. Donc vous avez un mixeur plongeant, qui est le premier mixeur plongeant occidental. Vous avez également le premier autocuiseur. À cette modernité répondent des objets anciens. Vous avez par exemple des moulins à café, et c'est vraiment ce mélange-là qui fascine et qui intrigue. Toute cette maison a été une sorte de mise en scène de sa vie. Tout a été pensé jusque dans le moindre détail avec une minutie particulière. Il y a un métissage entre Orient et Occident. Tous ces voyages sont racontés. Vous avez des objets qui viennent d'Amérique latine, vous avez des objets japonais, vous avez des objets achetés en France. Il n'hésite pas non plus à mélanger des objets modestes avec des objets de très grand prix. Et puis des objets chinés ou des objets réalisés par lui. Donc il y a vraiment un écho entre sa vie et son œuvre. Comme sur ce paravent fabriqué par Fujita lui-même avec autant de clins d'œil à sa vie et à son œuvre.
Vous avez un parapluie qui est très important pour lui, puisque sa première femme avait oublié un parapluie chez un galériste, et c'est comme ça que Fujita fait sa première exposition. Et puis vous avez des clins d'œil quand même à la vie parisienne un peu étrange. Vous avez un homme avec une bouteille, un ivrogne, donc c'est non dénué d'humour. Et c'est très touchant de voir la façon dont il aime la France, dont il représente aussi les monuments les plus emblématiques de Paris. C'est une patience infinie pour de menus objets qui sont des objets du quotidien. Peu d'artistes ont autant investi leur quotidien de cette façon. Peintre, céramiste, architecte et bricoleur, cet aspect touche-à-tout de l'artiste se ressent également dans son atelier à l'étage, où ses essais pour la fresque murale de la chapelle de Reims sont restés intacts, tout comme l'ensemble de la pièce. Fujita voulait que cette maison soit ouverte au public et il a confié cette tâche à sa veuve, qui a fait en sorte de préserver la totalité et l'intégrité de ce lieu. Donc nous avons la chance d'avoir tout. Depuis le moindre pinceau jusqu'à ses pigments, et des objets parfois inattendus. Et cela révèle encore beaucoup de la personnalité de Fujita, parce que quand on observe ce lieu, on s'aperçoit qu'il y a des zones de travail qui sont très différentes. Vous avez effectivement la peinture, avec une peinture murale, mais vous avez également du bois, le travail du bois, donc c'est pour aussi bien les châssis que pour les cadres, puisqu'il réalisait des cadres. Et plus surprenant, vous avez une machine à coudre. Il va faire des vêtements pour son épouse, pour ses compagnes successives. Donc il sait coudre, il sait très bien coudre. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il va utiliser des maîtres de couturiers tels qu'on les connaît, sauf qu'il ne les achète pas, il les réalise. On a le sentiment qu'il faut que tout soit façonné de sa main. On a l'impression qu'il faut que cela passe par un processus créatif. Et tout ça crée un ensemble extrêmement poétique. Et c'est vraiment la poésie du quotidien, c'est vraiment une valorisation de l'objet. Le moindre objet va être pensé, conçu, travaillé, manipulé par lui. Il joue entre art et artisanat, il joue entre modernité et tradition. C'est quelqu'un qui est très surprenant et on a le sentiment qu'il ne se prend jamais au sérieux. Et en tout cas, cette maison en est le reflet. Perles égyptiennes, un taille romaine ou autres trésors reprennent vie grâce à Marc Auclair, un joaillier qui sublime l'histoire. À chaque fois que je dessine un bijou, je le regarde et je me dis « est-ce beau ?» On n'a pas besoin d'être grand expert pour apprécier un bel objet destiné à être monté en joaillerie. Si l'objet est beau, il parle par lui-même. Sans doute un peu modeste, Marc Auclair est un bijoutier unique en son genre. Après 20 ans passés auprès de grandes maisons comme Chanel Joaillerie, Sotheby's, De Beers, il a créé sa propre adresse, un atelier-galerie qui présente des bijoux hors du temps. J'ai commencé quand j'étais jeune, féru et amoureux des pierres précieuses. Puis je suis passé aux bijoux, puis je suis passé aux bijoux antiques, puis je suis passé aux bijoux antiques de remploi, où je suis passé en gros du diamant à l'or hellénistique du 5e siècle avant Jésus-Christ. De l'or antique, des perles de momie, des pièces anciennes, la spécialité de Marc Auclair, c'est le bijou de remploi. Le concept, intégrer des objets parfois millénaires dans des bagues, des colliers, des boucles d'oreilles. Résultat, des pièces uniques, anachroniques, dans lesquelles les cultures se bousculent, un style qui séduit une certaine clientèle. Alors, regardez ce collier. Je le trouve très intéressant. Regardez, ça s'ouvre. Et là, vous avez la pièce en entier. Dans un bijou, il y a une évolution, il y a un autre travail. Et ici, avec Marc Auclair, il y a une recherche qui tient de l'historique et de la modernité, du chic absolu, du luxe et de la simplicité. Ce qui est, des fois, une balance difficile. Mais quel est donc le secret de ce fragile équilibre que Marc Auclair niche dans ses bijoux ? À l'origine de son monde, il y a ces vestiges d'un temps passé. Et voilà, toutes mes collections à moi, d'un taille, du 19e, du 18e siècle, ou alors antique. Les intailles, ce sont un peu ces pièces fétiches, de petites pierres, souvent précieuses, gravées, dont le dessin se révèle avec subtilité en ton sur ton. Des trésors qu'il garde précieusement sous la main.
Pour moi, c'est absolument fondamental d'avoir toujours du stock de qualité. J'achète beaucoup. J'achète quelquefois même quand j'en ai pas besoin parce que c'est beau et il ne faut pas le laisser passer. Ça, c'est le travail d'antiquaire, si vous voulez. Un antiquaire dont l'expertise s'est forgée au fil du temps, à coups de curiosité personnelle et de bons conseils pour s'assurer de l'authenticité des objets, de leur symbolique et de leur histoire. Moi, j'ai tout un réseau de collectionneurs, d'antiquaires, d'experts vers lesquels je m'oriente lorsque j'ai une question sur un objet. Je n'ai pas une formation d'historien de l'art, j'ai une formation de bijoutier, donc en fait, je suis en perpétuel apprentissage. Enfin, il y a son style. Une fois l'objet choisi, Marc peut déterminer comment le mettre en valeur. Un jeu de formes et de couleurs se met en place, tout droit sorti de l'imagination du bijoutier. Lorsque je vois un objet, que je le prends en main, simultanément, j'imagine ce que je vais en faire, ou en tout cas, l'objet se révèle à moi avec le bijou qu'il va être. S'il imagine lui-même ses pièces, Marc s'appuie sur le savoir-faire de grands ateliers parisiens pour donner vie à ses créations. Alors, montre-moi tout ça. Ici, pas question de dénaturer les objets antiques. Il ne faut ni les percer, ni les souder, ni les coller. Un défi pour l'atelier et une chance de travailler au contact de tels trésors. On reconnaît le style de Marc, mais chaque bijou est différent puisque on travaille à chaque fois des intailles ou des matériaux antiques ou d'époque originaux, donc uniques. On a des pièces qui ont parfois plus de 2000 ans. Quand elles arrivent dans nos mains, on n'a pas envie de les abîmer. C'est utilisation des objets anciens, certes, mais pour créer un bijou moderne. Ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Ce type de bijou s'adresse à une cliente vraiment dans son siècle. Avec sa mine infinie d'objets à habiller, Marc Auclair remet au goût du jour une pratique ancestrale dans ses bijoux intemporels. Bonjour Marc. Bonjour Katerina. Marc, vous vous considérez comme un révélateur, pas comme un créateur. Pourquoi ? Parce que mon métier consiste à trouver des antiquités pour les monter sur des bijoux modernes. La création émane en fait de la trouvaille. Donc c'est là où je suis un révélateur, plus qu'un créateur. Alors votre amour des belles choses vous vient de votre grand-père Camille, qui était un décorateur, antiquaire, inventeur même. Exactement, exactement. Et vous savez, il a inventé le matelas à ressort. Et lui était tapissier et avait compris qu'on pouvait transposer le ressort d'un fauteuil pour en fabriquer un matelas. Et c'est ce qu'il a inventé dans les années 20. Donc oui, je me targue de venir d'une famille d'inventeurs. Après une vaine tentative de devenir un homme d'affaires, ça n'a pas marché longtemps, vous avez intégré le cercle assez fermé de la haute joaillerie, chez Chaumet, chez Chanel, la De Beers, Sotheby's. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là ? J'ai appris énormément de choses. À travailler avec les grands, on apprend toujours des tonnes de choses. Déjà, j'ai appris le bijou, parce que entre l'amour du bijou et comprendre ce qu'est un bijou, ce que la femme veut, comment lui proposer, comment lui vendre, tout le marketing, en gros, ça c'est absolument fondamental et c'est très très intéressant. Puis un jour, avec tout ce qu'on a appris, il faut en faire quelque chose et voler de ses propres ailes, c'est ce que je pense. Est-ce qu'il y a des cultures ou des pays que vous préférez ? Oui. Je suis spécialement attiré par tout ce qui est bassin méditerranéen et tout le monde grec, hellénistique et romain, oui, me passionne profondément. La beauté classique. Tout à fait, je suis un pur produit européen. Alors une fois que vous avez acquis cette pièce d'exception, il faut une certaine sensibilité pour la mettre en valeur. Est-ce que parfois vous êtes impressionné ? Vous dites « Comment je vais aborder cette pièce ?» Quand je vois une pièce chez un antiquaire ou en salle de vente, je sais au moment où je la vois ce que je vais en faire. En revanche, quand je vois une très très belle pièce qui m'attire énormément, je ne sais pas quoi en faire. Je l'achète quand même, je ne vais pas la laisser passer, mais je vais avoir toutes les peines du monde à la monter. Et je peux l'avoir dans mes boîtes pendant 2-3 ans, voire plus, où il ne se passera rien parce que je ne sais pas quoi en faire.
Peut-être qu'elle attend son heure. Peut-être qu'elle attend son heure et peut-être qu'un jour j'aurai la bonne idée. Et de toute façon, je trouve que tout ce qui est processus créatif est fascinant parce qu'on est vraiment dans la psychologie de l'être humain, de voir comment ça marche. Plus que le métier d'un bijoutier, c'est aussi un métier de transmission. Ces pièces, elles vendent depuis des milliers d'années, de propriétaire en propriétaire. C'est aussi une fierté. Tout à fait. Il y a quelque chose de très émouvant dans savoir que cette intaille a été porté par un homme ou une femme romain. Pourquoi, dans quelle mesure, dans quel cadre? J'ai une très jolie bague à moi qui représente un murex. Le murex, c'est le petit coquillage à partir duquel on fait le pourpre. Pardon. On peut imaginer que cette bague a été gravée sur un jaspe d'un murex, a été portée par un marchand. Mais peut-être pas. Et en fait, je ne le saurais jamais. En revanche, l'objet a 2000 ans et ça, c'est vraiment, vraiment émouvant. Donc, vous êtes en même temps un conteur d'histoire. Surtout, je suis un inventeur au sens de j'imagine l'histoire. Mais il faut faire attention également parce qu'il y a également une réalité historique. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, tiens, ça a appartenu à un marchand de murex. Non, c'est juste mon interprétation à moi. Alors, je veux juste revenir sur les intailles parce que vous avez un procédé assez singulier pour le positif, le négatif. Pour créer des paires qui n'existent pas. Exactement. Une intaille, déjà, s'évalue en l'imprimant, c'est le mot technique, on fait une impression dans de la cire. Donc, je prends l'intaille, je l'imprime dans la cire, j'apprécie la qualité de la gravure. À partir de ce geste, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas la même chose dans de l'or? Alors évidemment, on ne met pas l'intaille dans de l'or fondu, ça la brûlerait, mais c'est cette idée, c'est-à-dire que l'impression, au lieu d'être en cire, est en or. Sur le même objet, une paire de boucles d'oreilles par exemple, on a et l'original, l'intaille, et son impression dans l'or, ce qui nous permet de vérifier la qualité de l'intaille. Merci beaucoup Marc. Je vous en prie, à bientôt. La mode n'est pas toujours sérieuse. La tendance de la fête s'invite sur les catwalks et nous donne envie de se déhancher jusqu'au bout de la nuit. C'est un fait bien connu, la mode aime faire la fête. Chaque saison, les créateurs puisent dans l'énergie du monde de la nuit pour nourrir des collections qui parlent de lâcher-prise, d'excès et de libération des corps. Et qui dit nuit, dit lieu caché, recoins sombres et mode transgressive. En 2021, Copernic transforme l'Accor Hotel Arena en un parking souterrain qui rappelle les rave parties secrètes. Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant y font défiler une collection électrique qui croise les vestiaires du jour et de la nuit. Une ambiance de club futuriste où les vêtements s'attachent et se détachent à l'envi pour laisser s'exprimer les corps. Mais la mode et la nuit, c'est d'abord les soirées au Palace, boîte de nuit parisienne des années 80, où l'on croise Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent et tout le gratin du milieu. Pour l'été 2019, Gucci y organise un défilé qui rappelle les soirées décadentes et rend hommage à ce lieu où la mode n'a pas de règles et où drogue et alcool coulent à flot. Car la mode est aussi connue pour ses excès, un autre pendant du monde de la nuit dont les créateurs aiment s'inspirer. En 2021, GCDS présente sa collection dans un film hallucinatoire qui rappelle un trip sous acide et nous emmène dans un univers enfumé où la mode est lascive et suggestive. Une ambiance de fin de soirée apocalyptique qui parle de transe et de contact humain. Et partout, les paillettes s'imposent, comme chez Kevin Germanier. Elle évoque la fête dans une veine maximaliste où les plumes se superposent aux perles et aux sequins. Une esthétique kitsch pleinement revendiquée. Car ce que la mode aime dans la nuit, c'est avant tout son esprit libre et créatif, cette accumulation de couleurs, de textures et de références provocantes où rien n'est jamais trop et où l'on ne se juge pas. Pour les habitués des clubs, la nuit est un espace sécurisé où chacun est libre d'être ce qu'il est et d'oser les combinaisons les plus audacieuses.
Stella McCartney s'inspire de cet esprit pour sa collection été 2021, qui rend hommage à la scène club anglaise. Elle en a gardé ce mélange de pièces classiques et de couleurs pétantes, mais surtout la vitalité de silhouettes expérimentales qui ne s'interdit rien, ni la nuit, ni le jour. Car il n'y a pas d'heure pour faire la fête. En tout cas, la mode, elle, n'est pas prête de se coucher. Le papier ne rime pas qu'avec livres et formalités administratives. Katia Estève l'a bien compris, elle lui redonne vie à travers ses créations lumineuses. Mon parcours, il a commencé dans l'université d'architecture au Portugal, à Lisbonne, où j'ai appris à travailler dans l'espace. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans mes créations et dans mes interventions, c'est de créer des expériences pour les visiteurs et donc de jouer avec la scénographie. Et mon point de départ, à chaque fois, il est l'espace. Il part d'une analyse de l'espace et d'une volonté donc de rêverie, de monde onirique. Cet univers onirique, Katia Estève le sculpte et le façonne dans son atelier parisien en donnant vie à des matériaux du quotidien comme des chutes de papier ou encore de laiton. Ce sont des ressources naturelles et elles existent. Et donc je travaille surtout avec des matériaux récupérés, c'est pratiquement, pour les valoriser. Et aussi pour pouvoir m'exprimer par rapport aux enjeux climatiques contemporains. Donc ce sont des ressources naturelles. Des médiums totalement différents, mais que Katia travaille en harmonie. Déjà par leur composition, c'est des matières différentes. Donc le papier, je le broie pour en créer une pâte. Et donc c'est une matière qui est molle et qui est flexible, qui est plastique. Et donc le laiton, au contraire, c'est une matière extrêmement rigide où il faut s'apprivoiser, il faut la réchauffer, il faut bien savoir quel geste on fait. Donc il y a beaucoup de maîtrise en contraste avec le papier qui est beaucoup plus spontané au niveau de création. Et c'est un peu comme de l'or caché parce qu'on le nettoie et il devient brillant comme nouveau. Donc c'est une matière qui demande de nous aussi. Deux matériaux qui se conjuguent et qui offrent à Katia un spectre plus large. Il me permet de travailler dans l'espace autrement que le papier. C'est-à-dire que c'est comme des lignes qui se dessinent. Et donc, du coup, ça me permet de représenter des éléments, des plantes plutôt. Et donc, dans ce sens, le papier, le fait qu'il se marie à ces structures, pour moi, c'est encore plus symbolique parce que c'est de donner à nouveau à cette matière donc, cette connotation naturelle et vivante qu'elle avait avant. Le laiton et le papier ne sont pas les seules matières que Katia apprivoise. De temps en temps, elle travaille aussi la lumière. C'est une source d'énergie, c'est une source de vie. C'est quelque chose qui est tellement essentiel en nous et dans notre bien-être aussi. Donc de pouvoir intégrer de la lumière dans mes créations, il y a tout le côté d'architecture, parce que la lumière, elle me permet, sans toucher dans l'espace, de les habiller. Et par les jeux de lumière et de projection que je peux créer. Quelle que soit la matière qu'elle travaille ou la forme qu'elle crée, Katia passe immanquablement par une longue phase de recherche et d'expérimentation pour arriver à créer chacune de ces pièces uniques. Jusqu'à la fin, pour moi, c'est toujours une expérience, c'est beaucoup d'attente. Parce que l'œuvre, il y a beaucoup de processus, vu qu'en plus ce sont des pièces sur mesure, eh bien il y a beaucoup d'essais qu'il faut faire avant. Mes créations, elles peuvent durer un mois comme un an pour être réalisées.
Sensibles au monde naturel qui l'entoure, Katia et Steve transforment des déchets d'art en œuvres uniques et sur mesure pour des installations éphémères ou pérennes, des galeries ou des particuliers. Nuages vaporeux, courbes voluptueuses ou lumineuses, tout autant de formes poétiques qui habillent l'espace. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!